Bonsoir, bienvenue, chères mesdames, messieurs, chères étudiantes et étudiants, chers amis du Salon du Livre et de l'Institut. C'est un grand honneur d'accueillir Souleymane Bachir Diagne au Geneva Graduate Institute pour cette conférence intitulée « Repenser l'universel à l'heure des divisions ». Le travail de notre collègue nous parle directement car il est parfaitement aligné avec la mission de l'Institut. Pensée ouverte, transdisciplinaire quand c'est possible, quand on peut, interdisciplinaire et dialogue entre culture et savoir. La réflexion du professeur Diagne sur l'universel comme processus vivant, nourri par la diversité des langues et des traditions intellectuelles, rejoint la vocation de l'Institut de favoriser la compréhension mutuelle et la coopération internationale. En plaçant les nuances et les limites de la traduction, de l'écoute et du pluralisme au cœur de sa philosophie, Souleymane Bachir Diagne propose une perspective clé sur les défis contemporains. Décolonisation du savoir, relations nord-sud, coexistence pacifique dans un monde fracturé, marqué par les nationalismes et par les clivages souvent racistes. Notre invité nous invite à réfléchir différemment sur la notion d'universel et propose une manière originale d'universaliser, fondée sur le dialogue horizontal entre culture et communauté qui continue de se toucher de manière contiguë sans toutefois s'effacer. Son livre nous parle d'accident géographique, un terme qui me touche profondément parce que je pense d'être un accident géographique moi-même, d'un Occident province du monde. Il mentionne souvent l'ONU, et je pense que ça fera plaisir à ceux d'entre nous qui travaillent ici, et son rôle à plusieurs reprises dans son dernier livre. Et le professeur Diagne nous offre par ailleurs un livre qui est très riche, que je vous conseille vivement de lire si vous ne l'avez pas déjà fait, écrit de manière accessible, et je lui disais tout à l'heure que l'art d'être simple n'est pas donné à tout le monde, et lui connaît et maîtrise cet art parfaitement bien. Le livre du professeur Diagne a le très grand mérite de mettre en avant une pensée constructive plutôt que destructive, rara avis, comme on dirait en latin, de nos jours, et je sais qu'il a été accueilli à Cambridge en latin récemment, donc ce rara avis, je pense que rings a bell dans son esprit. Notre invité est un éminent spécialiste sénégalais de l'histoire des sciences et de la philosophie islamique. Après avoir enseigné pendant une vingtaine d'années la philosophie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, puis à la Northwestern University à Chicago, Souleymane Bachir Diagne a rejoint l'université de Columbia à New York en 2008, où il a été professeur dans le département d'études francophones et de philosophie et a également dirigé l'Institut d'études africaines jusqu'en 2025. Ses recherches et ses enseignements portent sur l'histoire de la logique mathématique, l'histoire de la philosophie islamique, ainsi que les questions de littérature comparée et de philosophie en Afrique. Cette conférence sera bilingue. Nous débuterons par une présentation du professeur Diagne en français et continuerons une discussion en anglais avec ma collègue Umut Yildirim, que j'ai le plaisir de vous présenter, qui est professeure adjointe en anthropologie ici chez nous au Graduate Institute. Les questions et réponses avec l'audience, donc avec vous, pourront se faire dans les deux langues. Avant de lui céder la parole, j'informe le public qu'une vente et dédicace de ses derniers essais auront lieu à l'issue de la conférence. Et je finis en remerciant notre partenaire, le Salon du Livre de Genève, et plus particulièrement Natacha Bayard, Nine Simone, Alessia Falver pour cette belle collaboration. Et je remercie également notre collègue Lena Mang pour l'organisation de cet événement. Et c'est avec très très grand plaisir que je cède la parole au professeur Diagne. Merci. Merci infiniment, David, et merci à vous d'être là pour participer à cette conversation autour de l'universel dans un monde aussi fragmenté que le nôtre, où il n'y a pas malheureusement beaucoup de bonnes nouvelles. Il y en a tellement peu qu'il faut saluer celles qui apparaissent comme de bonnes nouvelles. Et dans ma ville adoptive de New York, il y a eu la bonne nouvelle de la victoire
de la victoire du pluralisme et de la tolérance. Nous sommes une ville, New York, où chacun se sent chez soi parce que toutes les communautés sont représentées, mais justement, nous avons montré que nous ne sommes pas tribalistes et que le tribalisme ne marche pas. Je n'ai pas fait exprès d'avoir cette rencontre le jour où Zohran Mamdani est devenu maire de ma ville. Et d'une certaine manière, ma joie est redoublée par le fait que je l'ai connu adolescent. Je suis collègue de son père Mahmoud Mamdani, qui est mon collègue à Columbia, qui est surtout un vieil ami parce que nous nous sommes connus déjà en Afrique quand nous étions tous les deux au CODESRIA, Council for the Development of Social Research in Africa, dont le headquarters, qui est basé à Dakar. Et donc, lui et Mira m'invitaient souvent chez eux et j'ai vu Zohran, adolescent. Ça fait donc 1000 fois plus plaisir de savoir que c'est lui qui est porteur de ce message selon lequel, au fond, il ne faut jamais désespérer. J'ai choisi pour mon livre Universalisé, qui est là, le sous-titre qui est une citation de Jean Jaurès, « L'humanité par des moyens humains ». Des moyens d'humanité. Cette citation est tirée de l'éditorial du journal que le philosophe français venait de lancer et dans lequel, parlant de l'image présentée par les différentes nations de son époque, il écrivait ceci. Parlant des nations, même quand elles semblent à l'état de paix, elles portent la trace des guerres d'hier, l'inquiétude des guerres de demain. Et comment donner le beau nom d'humanité à ce chaos de nations hostiles et blessées, à cet amas de lambeaux sanglants? La raison pour laquelle j'évoque cet éditorial de Jean Jaurès, c'est que cette description pourrait s'appliquer à notre époque, où des guerres horribles font rage, accompagnées d'une série d'atrocités qui nous font douter que le mot « humanité », le premier des universels, ait encore un sens. De nombreux pays aujourd'hui aussi, portent les cicatrices de guerre qui viennent de prendre fin et ce qu'il appelle l'angoisse des guerres de demain est omniprésente aussi dans notre temps, par exemple dans cette Europe qui se sent obligée de se réarmer et qui a vu revenir des guerres qu'elle croyait avoir bannies de ce continent. La fragmentation de l'humanité ne se limite pas aux guerres tribales qui sont menées aujourd'hui, parce qu'il s'agit de véritables guerres tribales. Les guerres tribales, ce sont des guerres où on a le sentiment que la seule existence de l'autre est une menace existentielle. Cette fragmentation réside aussi dans la généralisation de la mentalité tribale, qui se manifeste dans ce qu'on appelle les guerres culturelles. La politique est devenue affaire de guerre culturelle. Clausewitz disait que la politique était la continuation de la guerre par d'autres moyens. On a le sentiment aujourd'hui que la politique est devenue justement guerre et guerre culturelle. Il s'agit de cette exaltation de la différence et une exaltation de l'incommensurabilité. Nous sommes dans une période où nous réinventons l'idée qu'il y a une incommensurabilité de nos cultures et de nos langues. Et cette incommensurabilité est ce que nous opposons à un commun. Alors, ce que j'essaie de faire dans mon travail, c'est de repenser le commun contre l'idée d'incommensurabilité et nous sortir de cette guerre du tribalisme contre l'humanité. Je voudrais aborder justement cet aspect de l'insistance qui est devenue la nôtre sur l'incommensurabilité et la manière dont nous remettons en cause l'universalisme impérial ou colonial par l'affirmation d'un monde pluraliste et tissé de différences, mais nous ne prenons pas suffisamment garde à un certain nombre d'implications de cette attitude, de cette exaltation des différences ou des identités et la manière dont cette exaltation peut être totalement inversée, renversée, précisément par les idéologies ethno-nationalistes et populistes. Je voudrais, à titre d'exemple, prendre ici le titre d'un ouvrage qui a été écrit, qui est déjà un ouvrage ancien, écrit par le penseur d'extrême droite français, Alain de Benoît,
et qui s'intitule « Europe, tiers-monde, même combat ». Ce livre, qui semble être un livre tiers-mondiste, si on s'en tient simplement à son titre, montre parfaitement le renversement qui peut s'effectuer lorsque une sorte de fureur décoloniale nous entraîne à une exaltation des identitarismes. Sous ce titre, Europe, tiers-monde, même combat, Alain de Benoist appelle à unir des forces qui n'ont rien à voir avec une cause commune. Au contraire, dans ce cas précis, il s'agit d'un appel à un apartheid généralisé. Les cultures telles qu'elles sont présentées dans cet ouvrage sont des visions du monde irréconciliables et doivent donc être maintenues séparées. Et, affirme-t-il, le mot humanité lui-même est totalement dépourvu de sens. Il le dit dans une belle expression latine, c'est un flatus vocis pur et simple. Il ne peut s'agir que d'une totalisation zoologique. On parlera d'humanité simplement en additionnant des humanités qui, par essence et par définition, sont hétérogènes. Et il y a cette idée qu'on ne peut pas simplement arriver à l'idée d'humanité en commençant par nos affiliations naturelles et en élargissant progressivement les différentes inscriptions qui sont les différentes inscriptions de nos appartenances. Autrement dit, dire que j'aime mes filles plus que mes nièces plus que mes cousines, etc. Ça a été la parole célèbre de Monsieur Le Pen, le papa. Eh bien, et essayer à ce moment-là d'enfler les choses jusqu'à atteindre l'humanité, cela ne marche pas. On ne peut pas étendre l'instinct tribal pour en faire un instinct humain. Et c'est ce tribalisme qui est dirigé aujourd'hui contre un sentiment d'humanité partagée. C'est ce qui fait la fragmentation de notre monde. Nous sommes aujourd'hui, nous tournons le dos à cette société ouverte que le philosophe français Bergson appelait de ses voeux. Je suis heureux que vous ayez souligné, David, la manière dont le travail que j'essaye de mener s'inscrit dans les idéaux des Nations Unies, dans le fond. Je crois que ce que j'appelle universaliser, préférant le verbe à quelque substantif que ce soit, l'idée que nous vivons une époque où l'universel doit être une pratique d'universalisation et d'universalisation en commun. Autrement dit, il n'y a pas un universel proprement dit qui serait porté par une culture particulière. C'est ça la fin de l'universalisme qui se donnait dans une forme de mission civilisatrice. Il y a pour les cultures à forger ensemble dans une pratique d'universalisation un universel à partir de ce premier universel qui est l'humanité. Et le lieu naturel, me semble-t-il, de cette pratique d'universalisation, c'est les Nations Unies. C'est ce que nous avons. Nous pouvons déplorer aujourd'hui l'impuissance des Nations Unies devant les atrocités dont j'ai parlé. Nous pouvons énumérer très longuement toutes les difficultés qu'il y a à mettre en œuvre ce qui est l'idéal des Nations Unies et ce qui est la démarche inscrite dans le multilatéralisme. Il n'en demeure pas moins que c'est l'espace que nous avons. C'est l'espace dans lequel nous avons à nous battre et c'est l'espace à partir duquel nous avons à affirmer l'humanité comme premier universel. Et donc, la raison pour laquelle j'évoque Bergson à ce propos-là, c'est que c'est précisément le philosophe qui nous a enseigné la démarche qui doit nous faire sortir du tribalisme pour aller vers l'humanité. Et ce programme demeure encore le nôtre aujourd'hui. Il reconnaissait que le tribalisme a pour lui l'instinct. Expliquer pourquoi nous avons des réflexes tribalistes est très simple. Il y a un réflexe pour ça. Il y a un instinct pour ça. C'est le côté animal de qui nous sommes. En revanche, reconnaît-il, et ça irait dans le sens de ce que disait Alain de Benoist également, il n'y a pas d'instinct d'humanité.
L'humanité peut en effet apparaître comme une abstraction, et Jaurès aussi le disait dans l'éditorial que j'ai évoqué tout à l'heure. Simplement, nous avons la capacité, parce que nous sommes des humains, d'aller au-delà de l'exigence qu'il y ait un instinct pour l'humanité et de construire cet universel à partir de deux moteurs, disons, selon Bergson. Premier moteur, la raison philosophique. La raison philosophique peut nous enseigner qu'en effet, il y a quelque chose de premier et d'universel qui est l'humanité. Bergson ajoute d'ailleurs que sur ce plan-là, la religion est peut-être plus efficace parce que la religion joue sur le registre de l'émotion et l'émotion, dit le philosophe, se répand comme un incendie. En tout état de cause, et c'est l'un des points centraux du travail que j'essaie de mener, en tout état de cause, qu'il s'agisse de la raison philosophique ou qu'il s'agisse de la religion, il y a à la base, comme disent les jeunes aujourd'hui, cette notion d'empathie. La capacité qui est la nôtre, parce que nous sommes humains, de sortir précisément de nos cercles d'appartenance et à un moment donné d'élargir ce cercle. Et ceci, c'est de l'empathie. Rien ne montre justement mieux la division, la fragmentation et l'esprit tribaliste aujourd'hui que le fait que l'empathie elle-même est attaquée. Que l'on ait pu écrire, nous vivons à une époque où on a pu écrire un livre intitulé Against Empathy. Against Empathy est le titre de cet ouvrage d'un psychologue américain, Paul Bloom, publié en 2016. Alors, son travail est un travail de psychologue, c'est un travail scientifique, on peut le discuter sur des bases scientifiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce titre, Against Empathy, est devenu maintenant un buzzword, un slogan pour le populisme et le tribalisme. On a vu un milliardaire déclarer que l'empathie est la plus grande faiblesse de la civilisation occidentale. D'ailleurs, ça explique pourquoi ce milliardaire a eu le rôle important qui a été le sien dans la destruction de l'USAID. On a dit qu'on ne comprenait pas pourquoi il fallait détruire l'USAID parce que sur le plan budgétaire, ça n'avait pas de sens. Ça pèse tellement peu dans le budget américain que dire que pour faire des économies, on allait se débarrasser de l'USAID était absurde. C'est absurde effectivement sur le plan budgétaire, mais si nous remontons à l'idéologie tribaliste anti-empathie, alors en effet, il fallait détruire l'USAID. La raison est profondément culturelle et s'inscrit dans cette guerre culturelle et elle n'a aucune véritable base économique ou financière. C'est d'ailleurs dans la continuité de cette même idéologie contre l'empathie et pour le tribalisme, pour l'affirmation des appartenances tribales, que le même milliardaire a appelé à protéger la tribu afrikaner en Afrique du Sud. Cette guerre contre l'empathie est allée jusqu'à se transformer en une guerre contre ce qui est présenté aujourd'hui comme une féminisation de la société. Récemment, ce qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive aux États-Unis, c'est cet essai, ce discours d'abord devenu un essai de la journaliste bien connue Ellen Andrews, Overcoming the Feminization of Culture. Vaincre la féminisation de la culture, l'idée que la présence d'un plus grand nombre de femmes aujourd'hui à certains postes et dans certaines professions où elles deviennent majoritaires va signifier que l'empathie va l'emporter sur la rationalité, que la sécurité va l'emporter sur le risque et que la cohésion va l'emporter sur la concurrence, et c'est le déclin de l'Empire américain et de l'Occident à ce moment-là, si l'empathie se met à triompher sur la rationalité. Donc, guerre aux non-blancs, mais guerre également aux femmes, parce qu'elles sont en train non plus seulement de féminiser la civilisation, mais de l'efféminiser, ce qui explique que le tribalisme soit devenu très masculiniste et très machiste de nos jours.
Mais encore une fois, je reviens à mon propos. Ce renversement doit également beaucoup à un propos dit décolonial qui est devenu un propos séparatiste. Et c'est la raison pour laquelle il faut bien se rendre compte de cela. Les partis aujourd'hui populistes qui jouent sur le droit à la différence utilisent le même terme de droit à la différence, les mêmes termes identitaristes pour s'opposer à ce qui leur semble être la grande menace, celle de la mondialisation, celle de l'immigration et à l'intérieur de l'immigration, celle de l'islam. Le langage des racines a pris naissance à partir de ce discours dit décolonial et il est devenu le langage de cette extrême droite où on parle des racines de l'Europe, lesquelles racines évidemment ne peuvent pas subir quelque greffe que ce soit parce que ce discours biologiste interdit les rencontres. Dans cet apartheid généralisé, nous voyons le retour précisément de ce contre quoi j'essaie d'écrire. Ce contre quoi j'essaie de travailler également à une certaine défense d'un universel qui n'est pas l'universel impérial dénoncé à juste titre, qui n'est pas l'universel colonial dénoncé à juste titre, mais cette manière d'universaliser ensemble. Et comme l'a écrit Alioune Diop, le fondateur sénégalais de la revue Présence africaine et de la maison d'édition qui porte le même nom, il importe que tout le monde aujourd'hui soit présent dans l'œuvre créatrice d'humanité. L'idée que nous avons tous ensemble à nous donner l'humain comme horizon, l'humanité comme horizon, c'est ce que j'ai essayé de défendre dans mon travail et c'est l'inspiration que j'ai trouvée dans un mot devenu un concept important qui est le mot Ubuntu. Je parle beaucoup d'Ubuntu dans mon travail parce qu'il m'a semblé que c'était un mot qui éclairait notre époque. Puisque nous vivons dans un climat d'apartheid généralisé, nous avons à apprendre de la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Et la machine de guerre qui a été dirigée contre le tribalisme en Afrique du Sud, c'était précisément cette idée que l'humanité n'est pas un État, l'humanité n'est pas donnée, c'est une tâche et c'est une responsabilité. Comprendre que l'humanité est une tâche et une responsabilité, c'est précisément ce que j'ai essayé de mettre sous ce verbe universaliser, et j'ai le sentiment que mon titre universalisé est le même finalement que le titre d'un autre de mes tout petits livres qui, lui, s'intitule Ubuntu. Alors, merci infiniment de m'avoir permis de dire ce mot d'introduction. Good evening, everyone, and thank you so much for this wonderful presentation, if I may, Suleiman. It's such an incredible pleasure to share the same space of conversation with you tonight, especially in Geneva, where we are a stone throws away from one of the key sites of a notion which is of great interest to you, the United Nations. So I wanted to ask you two, I think, interrelated questions, and these are questions about possible political translations of your philosophizing around lateral, horizontal universalism. So one of them would be about, and I think in asking these questions, I'm hoping to channel a little bit two concerns from our student body as well. One concern would be what might be termed as the crisis of multilateralism in our contemporary moment, and the other one would be Islamophobia.
So I think, to me, your work does not necessarily resonate only with multilateralism. It really provides a necessary moral and philosophical uplift for it. And this is through the co-creation, active co-creation of a shared world. And that shared world, I think, is the universal, but the paths leading to it must be plural. And translation is the key to unlock that potential. And we should always keep in mind that there's always going to be incommensurability, there's always going to be untranslatability. So there, I wanted to, my first question centers on the actors vital to this upgraded vision of political responsibility, because I think we're really going through divided times, as you're saying. On the one hand, we have rising authoritarianisms, tribalism, like you said, sexism, like you said. We have this resource wars, and we have failing peacekeeping missions. And we have, the breakdown of international diplomacy on the one hand. And on the other hand, we see this emergence of an interesting ecosystem of transnational networks, transnational alliances, around climate justice, around food sovereignty, to put an end to genocidal wars, and issues like that. But thinking with your terminology, I think that some of those initiatives, networks and whatnot, they are rendered untranslatable into international governance. So my question to you is that, first question, given this impasse, where do you see the most viable aperture for this new global politics of responsibility to genuinely open? And through that, I'd like to ask a question about your take on political Islam. I know that there is a good accent on Ubuntu in your work, but are there also lateral forms of Islamic philosophical tradition that you're drawing from? If yes, could you please guide us through that so that we can engage it? Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much for these comments first, and the questions also that allow me to go further in what I was trying to say. First of all, I am very happy that you brought the notion of translation. Translation is crucial, I believe, because translation is what we can oppose to the notion of incommensurability. When you say again, it's important to look at the notion of hospitality, empathy and hospitality. And the reason why I choose for the title of my book on translation, which just came out in English actually a month ago, From Language to Language, the hospitality of translation, is that translation, the reason why I consider translation to be hospitality is that translation has this ethical meaning, and you insisted rightly on ethics. We are not just animals who speak. The human being is a speaking animal. But more important than speaking, we translate. And translating, that we are translating animals, means that we are not entrapped in our identities. Our cultural or linguistic identities are not prisons in which we are, and we are able to learn. We have native languages, or language number one, as linguists prefer to call them, but we are always able to learn other languages. We are capable of decentering ourselves and looking out at our own languages from an external point of view, and the only external point of view to a given language is another language. We can understand the peculiarity of our own language by learning another language. And this capacity to decenter is the basis for the notion of universalizing together.
And that is what translation teaches us. This is what bilingualism or multilingualism teaches us as well. So, of course, you have incommensurability, and as you have said, you have untranslatability. Every language that we speak is a particular way of being inscribed in the word, so to say. When I speak French and when I speak English, close as these two languages are, I do have a different relationship to what I'm saying, and somehow I do have a different relationship to the way in which I put together my thinking. Now imagine speaking two radically different languages. If I was to revert to Wolof, I guess a couple of people might be speaking Wolof here, it would be a totally different mindset. So you encounter untranslatability at each step. You encounter opacity. It is true that cultures could be opaque to one another. But in the end, we always manage to translate. That is the beauty and the full ethical significance of translation. We overcome the untranslatable. As my good friend Barbara Cassin likes to say, the untranslatable is not what I cannot translate. It is what I never cease translating. So you always do it and do it again. When you encounter some untranslatable, you find detour. In a generous way, you find the resources in your own language to provide a possibility for what is being said in another language to find hospitality in your own language. Political translation, yes, is that what I use this concept from philosopher Maurice Merleau-Ponty, the lateral universal, the horizontal universal. If you do not have this verticality of one region of the world, namely Europe, saying, I am the universal, and I have the mission of teaching the universal to the rest of the world. It means that the only plane you have is a horizontal plane. The communication between cultures and between languages is horizontal. If we have to universalize together, we have to do it on this horizontal or lateral plane. We have to forge together a lateral universal in that sense. And that lateral universal is somehow the basis of what we call multilateralism. Now, translating that into reality is very difficult. But that is what we have to try to do. Turn our United Nations more and more into the space of multilateralism. One could not understand why a continent as big as demographically and geographically as Africa is not represented in the Security Council. None of the 54 countries. Now it is being said that this is not normal, etc., but nobody is going to do anything about that. And we are not living in a time when this is going to be possible. I mean, the multilateralism is collapsing. So it would not be easy to think that we are going to get enlightened overnight and decide that we are going in that direction. But it is the direction we need to go towards. And in other words, multilateralism is something that we have to make our own struggle. Each of us has to make it our own struggle. And you mentioned the youth. The youth is doing that. They are inventing their own multilateralism parallel to these institutions. I remember when there was this meeting, the COP it was in Scotland, the meeting in Scotland, or the COP. The younger generation, they organized themselves. And among themselves, they had a kind of parliament of United Nations, thinking about what they want our world to look like. I've never been as proud as that day when my son sent me a video. He managed to get there, and he was part of that meeting. And so they are teaching us something today.
They are teaching us exactly what true multilateralism should be and what it means to put forward this first universal, as I've called it, which is humanity. Mm-hmm. They understand better than us that the challenges we are facing demand that we understand that we are one humanity. Environment needs a response as humanity. Sanitary challenges need also. The virus knows that we are one humanity. We need to learn from the virus that we are one humanity. Thank you. Thank you. Before opening the floor to questions and answers from the public, je voulais vous poser une question. Supposons pour un instant que nous allons vers l'humanité sage décide d'embrasser cette idée d'universalité latérale et contiguë. Que devrions-nous faire des zones d'ombre, d'opacité, comme vous les appelez, de l'incommensurable et de tout ce qui est lost in translation? Nous devons vivre avec, c'est-à-dire que c'est totalement irréductible. Encore une fois, quand je dis que l'intraduisible, c'est ce que l'on ne cesse pas de ne pas traduire, ne pas, entre parenthèses, on y revient toujours. C'est non pas l'échec de la relation, mais d'une certaine manière la condition de la relation. Opacité est un mot que j'emprunte à Édouard Glissant, qui l'utilise beaucoup. Mais il insiste sur un fait, c'est que ce sont des opacités ouvertes. Il y a à la fois les opacités des cultures, qui empêchent justement que ces cultures soient phagocytées. Parce qu'il peut y avoir un côté violent de la traduction. La traduction n'est pas toujours bienveillante. Quand on traduit l'autre, la culture de l'autre, qu'on décontextualise totalement les éléments culturels de l'autre, qu'on les traduit dans sa propre langue pour la consommation de sa propre culture, c'est une forme de violence. La traduction, à ce moment-là, devient violence. La traduction bienveillante est précisément celle qui est respectueuse. Et être respectueux, c'est véritablement cerner ces moments d'opacité. Comprendre que c'est là que se trouve peut-être la vérité de la relation et que la vraie relation se construit aussi sur l'opacité de l'autre. L'un des exemples que je prends souvent quand on me demande d'expliquer cette idée d'opacité ouverte de Glissant, c'est de dire, c'est comme les vies de couple. Une relation de couple, si on essaye d'obliger l'autre à n'avoir aucun coin d'ombre, on a le sentiment qu'il faut que l'autre vous devienne complètement transparent, c'est un motif de divorce. Parce que vous ne supportez pas de ne pas savoir ce que l'autre pense. Peut-être que la meilleure manière de sauvegarder le mariage, c'est de se dire, au bout de 80 ans, je ne saurai jamais vraiment exactement ce qu'il en est de ce moment d'opacité que je constate chez toi depuis tout ce temps où nous vivons. Mais je crois que c'est un exemple assez parlant de ce que peut signifier que l'opacité ou l'intraduisibilité ne soit pas l'ennemi de la relation, mais d'une certaine façon la condition de la relation. Et donc, conjuguer des opacités ouvertes, c'est à la fois partir du pluriel du monde et affirmer la capacité que nous avons, quand même, de toujours pouvoir traduire l'autre. L'idée que les cultures sont des insularités. Et tout est devenu aujourd'hui appropriation culturelle. On a l'impression que nous sommes tous des cerbères qui veillons tellement sur les frontières de nos cultures. Attention, appropriation culturelle. Et malheureusement, cela vient de ce camp, précisément post-colonial. Ce camp décolonial, avec une insistance aussi sur des épistémologies radicalement autres. On dira l'épistémologie du Nord, c'est une telle ou telle manière de penser, et les épistémologies du Sud, c'est telle ou telle manière de penser. J'ai commencé ma carrière comme historien des sciences. Épistémologie du Nord, je ne sais pas ce que c'est. L'épistémologie d'Aristote n'est pas l'épistémologie de Newton, qui n'est pas l'épistémologie d'Einstein, qui n'est pas l'épistémologie aujourd'hui de Hawkins, par exemple, ou de Feynman. Et donc, le savoir, cela se traduit. Le savoir, cela circule.
un savoir n'existe, une épistémée n'existe que de pouvoir être ouverte et de se traduire. Islamic philosophy, je n'avais pas répondu à cette... I did not answer that aspect of your question, but it is very important. Of course, Islam is a civilization of translation. We talk about Islamic philosophy because when they encountered Greek philosophy, you had elements of resistance from within the culture, saying, why should we be interested in the wisdom or the love of wisdom as philosophy, which is the meaning of philosophy? Why should we be interested in that if these people were just pagan who did not know the one God? And you had another trend within the Islamic world which said, well, we have to learn about them. Maybe the best way in which we can understand ourselves is through the mediation of the other. The idea that I need to understand myself in relation is also another significance of Ubuntu. The idea that achieving your own humanity is done through relationship with the bigger picture or the totality of the others. So that was very important, and in that sense, lateralism has to do with translation as well, because it goes from the belief that what is being created and thought in a different language teaches me something about my own language, about who I am. And we build universal notions around that notion. The reason why we can have word literature is precisely because we translate. We were talking earlier before we came in the room with David about Borges, the translator par excellence, and the fact that Borges is buried here, something I knew but I had forgotten also. But that word literature is possible precisely because we translate. I cannot read the Spanish of Borges, but I am very familiar with his thinking, and this is through translation. So the old humanist saying that if I am human and nothing human is foreign to me works in that precisely because translation is always possible, even though something is lost in translation and untranslatability does exist. Merci. Alors, nous avons quelques minutes, une dizaine de minutes ou 15, pour des questions du public, comme on a dit tout à l'heure, en français ou en anglais, puisque notre invité parle parfaitement bien les deux. Et donc, the floor is open. Madame, il y aura un micro qui va arriver aussi vite que possible. Merci. Bonjour, I have mind the One Goal Initiative for Governance. Vous avez placé brièvement l'empathie sur un axe à l'opposé du rationnel. Pour moi, ce sont ces deux axes différents qui peuvent se combiner de toute manière, de toute manière différente. Donc, peut-être vous pouvez commenter là-dessus. Merci. Oui, absolument. Je ne les ai pas opposés, moi. Je dis que ceux qui ont écrit contre l'empathie les ont opposés. L'argument central qui est celui de ce livre, Against Empathy, du psychologue, c'était de dire l'empathie est précisément de l'émotion. Et le danger de l'empathie, c'est que ça ne permet pas ce que lui préfère appeler une compassion rationnelle. Si j'ai de l'empathie pour vous, au fond, j'agis de manière brouillonne et pas toujours à bon escient. En revanche, si je regarde une situation avec la rationalité qui est la mienne, je peux dire « Oh, l'USAID fait plus de mal que de bien. Après tout, ces gens-là, il faut peut-être les laisser se débrouiller, qu'ils apprennent à se débrouiller. Sinon, si on continue à les aider, ils vont être toujours à demander de l'aide, etc. » Je veux dire, c'est le genre d'opposition que l'on trouve dans ces discours-là.
Or, je suis 1000 fois, je suis tout à fait d'accord, 100% d'accord avec vous. Il y a une rationalité de l'empathie. Autrement dit, et c'est ce que j'ai essayé de dire, et je suis heureux que votre question me permette de le préciser, autrement dit, dans le fait que le fondement de notre sentiment d'humanité soit l'empathie, est un fondement rationnel. Il est tout aussi bien établi sur la raison philosophique qu'il l'est sur ce que l'on pourrait considérer comme étant de l'émotion. Donc je suis du côté de ceux qui ne veulent pas les opposer, contre ce discours qui dit que l'empathie empêche, offusque pour ainsi dire, la capacité de prendre des décisions rationnelles, qui disent qu'il vaut mieux décider rationnellement que décider par empathie, et établissent, à mon sens, et qui est le vôtre apparemment aussi, une fausse différence entre les deux. Merci. Merci. Monsieur ici devant, et monsieur après, je vous ai vu. Attendez, parce que le micro est parti de l'autre côté et on reviendra. Oui, c'est monsieur avec la veste verte. Oui, il va arriver, mais comme elle est là, on va faire au contraire. On ne l'a pas oublié. Voilà, merci. Pardon. Merci beaucoup. Juste une petite question. Comment ramener, appliquer l'Ubuntu, cette façon d'être humain dans les relations internationales pour construire quelque chose de bien, de meilleur, qui nous fait vivre comme des humains aujourd'hui. Voilà, merci. Vous savez, ce n'est pas la première fois que ce genre de pratique d'universalisation a eu lieu sur le plan international. Je prends la Déclaration des droits de l'homme. Ce qui a fait la Déclaration des droits de l'homme, c'est que des nations se sont mises ensemble. Alors, on dira par exemple que la plupart des États africains n'étaient pas décolonisés en ce temps-là, en 1948, etc. Il n'en demeure pas moins que ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global était quand même représenté. Donc, symboliquement, c'était une humanité qui s'était mise ensemble pour universaliser, et il en est sorti une déclaration qui aujourd'hui encore, au fond, détermine le sentiment que nous avons d'appartenir à une même humanité. J'ai entendu, je crois que c'est ici à Genève, d'ailleurs, que se trouve le siège de le Haut Commissariat. Oui. Je crois qu'on lui avait posé la question, le Haut Commissaire, ou quelqu'un en tout cas qui s'occupe de... Est-ce qu'il pensait qu'aujourd'hui, on pourrait écrire la déclaration? Et il avait dit non. Et malheureusement, c'est vrai. On imagine mal aujourd'hui les États se mettant ensemble, alors que pourtant les différences étaient très grandes à l'époque entre les États-Unis, qui avaient une certaine manière de voir les droits humains, la Russie, qui était l'Union soviétique déjà, qui avait une certaine manière de voir les droits humains, l'Arabie saoudite, qui ne voulait peut-être pas en entendre parler, etc. Les différences étaient énormes. Et pourtant, au bout du compte, on a eu ce magnifique texte qui semble être un texte éternel et qui, d'une certaine manière, l'est. Mais en effet, ce qui explique, ce qui montre la fragmentation de notre temps, c'est que si on réfléchit froidement, on se dira la même chose ne pourrait pas se répéter dans les temps qui sont les nôtres. Donc, le travail qui doit être le nôtre, et de faire en sorte que cela soit possible. Et Ubuntu, Mandela, quand il était le plus vieux prisonnier du monde, on se demandait comment l'apartheid pouvait finir. L'apartheid ne pouvait finir, semblait-il, que dans un bain de sang. Eh bien, il n'y a pas eu de bain de sang. Il y a eu un concept philosophique et opératoire. Un concept qui consiste à dire, prenons les décisions pour aujourd'hui, non pas en fonction du passé, mais en fonction de l'avenir que nous voulons. Savoir penser l'avenir et penser que cet avenir est ce qui nous dicte nos actes et non pas la tradition ou le passé, c'est un exercice
difficile de décentrement, encore une fois. Cette fois-ci, ce n'est plus le décentrement horizontal par rapport à d'autres cultures, c'est le décentrement dans le temps. Se dire, étant donné cette vision que j'ai du futur, comment est-ce que je dois agir aujourd'hui? Eh bien, c'est le défi qui est le nôtre. C'est le défi qui est le nôtre tous. Et il y a des avancées qui vont dans cette direction-là. Il ne faut pas désespérer de l'idée d'humanité. Parce qu'encore une fois, nous avons aussi des exemples où, comme cela, il y a un jaillissement qui nous donne l'idée d'une humanité. Merci. Monsieur. Monsieur, oui. Merci, je vous remercie beaucoup de votre intervention, enfin de votre présentation qui nous aide à réfléchir. Je reviens à la notion de traduction comme véhicule qui nous conduit à l'humanité, en vous posant la question de l'élargissement du concept. La traduction, ce n'est évidemment pas que d'une langue à une autre, contrairement à votre titre. Et je me rappelle d'une très belle conférence que vous avez donnée ici au musée d'ethnographie, où vous êtes centré sur la restitution des objets pillés, achetés, volés en Afrique par les musées européens. C'est une autre forme de traduction, j'imagine. Et est-ce que vous pouvez peut-être, juste pour ouvrir le concept de traduction, revenir à cette notion-là, où la culture, l'échange des cultures passe aussi par des objets, que pas seulement par des textes ou des notions philosophiques. Oui, je vous remercie infiniment et je suis heureux de vous retrouver après avoir fait votre rencontre lors de cette conférence. Et vous avez 1000 fois raison. La traduction ne se limite pas à ce geste technique de faire advenir dans une langue ce qui s'est créé et pensé dans une autre langue. La traduction, c'est précisément ce commerce humain que nous avons, qui passe par des échanges de mots, mais qui passe également par des échanges d'objets culturels, de biens culturels. Et ces biens culturels eux-mêmes, d'une certaine manière, acquièrent des langages nouveaux. Et c'est ce que j'ai essayé de dire durant cette conférence-là. Je le dis également, d'ailleurs, dans un des chapitres de ce livre sur la traduction, et dans ce qui est mon dernier livre, parce qu'en fait, celui-ci n'est pas mon dernier livre. J'ai un livre qui paraît le 13 novembre. Nous sommes dans une semaine, qui s'appelle « Les universels du Louvre ». Parce que le Louvre m'avait invité à occuper la chaire du Louvre en 2024, à donner un certain nombre de conférences, et ces conférences sont devenues ce livre qui va officiellement paraître dans une semaine. Et où là, je m'occupe de ces objets en disant la chose suivante. Ces objets ont appris à parler des langages différents. On ne pourra pas faire que la statue dédiée au dieu Gou, qui est une statue du Bénin et qui a été emportée du Bénin. Pas en même temps que les objets qui ont été restitués, pas en même temps que les 26 objets, c'est quelque chose de séparé, donc il faut voir dans le détail comment cet objet s'est retrouvé d'abord au musée de l'Homme, du musée du Trocadéro, et aujourd'hui à l'ancien pavillon des sessions, devenu la Galerie des 5 continents, au musée du Louvre. Cette statue a beaucoup parlé à Picasso et à Apollinaire. Picasso l'a souvent dessinée, et les œuvres métalliques de Picasso, que justement Picasso a dédiées à Apollinaire, sont inspirées profondément de la statue dédiée au dieu Gou. Il a une sculpture qui s'appelle La Femme, alors la femme quelque chose, mais qui est presque une reproduction de cette statue dédiée au dieu Gou. Cette signification est aussi aujourd'hui portée par cette statue. Alors qu'elle soit restituée au Bénin ou qu'elle reste au pavillon, au musée du Louvre, dans la galerie des 5 continents, cet objet, ce bien culturel, s'est chargé de plusieurs langues. Il est devenu
nomade. Il est devenu ce que j'appelle également mutant. Et il a vocation à créer de la relation et du lien. Il a vocation à se partager, et cette expression est magnifique en français, se partager comme un seigneur se partage entre ses terres, et à créer du lien. Et voilà la signification éthique aussi de la traduction, lorsqu'elle n'est pas simplement confinée à la relation entre des langues, mais qu'elle est de manière plus générale élargie à ces échanges humains de biens culturels et d'enrichissement de biens culturels. Alors, vous avez une attitude identitariste fermée qui consiste à dire, oui, Picasso a fait de la, comment on appelle ça, de l'appropriation culturelle. Il a imposé sa propre langue à ces objets et aujourd'hui, on devrait arrêter de ne voir ces objets que parce que Picasso les a valorisés en mettant des masques africains sur les demoiselles d'Avignon ou en produisant. C'est absurde, c'est absurde. Ces objets lui ont parlé parce que ces objets ont rencontré ses propres recherches plastiques et ses propres recherches picturales. Et en retour, il y a de la réciprocité. Quand il y a de la réciprocité, il n'y a pas d'attribution culturelle. En retour, ces objets se sont enrichis du langage qu'ils ont parlé. Ils se sont adressés aux surréalistes. Donc, par exemple, le boli qui a été pris au Mali en terre d'Ogon, il a à la fois la signification qui était la sienne, religieuse qui était la sienne à ce moment-là, la signification qui ont vu les surréalistes, qui ont été impressionnés par cette forme qui de temps en temps ressemble à un hippopotame, mais pas vraiment, et qui est absolument magnifique, et effectivement tout à fait intrigante, cette forme. Et il a également, ce boli, la signification de pouvoir être aujourd'hui dans un musée national parce que le terroir d'Ogon où il est né n'en veut plus comme boli. Ils sont devenus musulmans. Cet objet n'a plus de signification, la signification qu'il avait pour eux. Et donc, il s'est chargé de multiples significations, et c'est sa nature d'être légion, comme dit Victor Hugo. Il peut dire « je suis légion » ou « je suis un rhizome ». Le rhizome est une bonne métaphore pour parler de cela. C'est d'ailleurs l'image qu'utilise Amadou Mahtar Mbow. Quand il était directeur général de l'UNESCO, il avait dit que ces objets ont poussé des racines dans leur sol d'emprunt aussi. C'est important, les racines. Ça veut dire qu'on habite aussi là. Et donc, le nomadisme, ce cosmopolitisme qui aujourd'hui défrise profondément les tribalistes, partout d'ailleurs, la dénonciation des élites globalisées, j'imagine que j'en suis, est assez généralisée au nord comme au sud. Merci. On prendra 2 dernières questions, madame, et après ici en bas. Merci. Bonsoir. J'avais peut-être une question pour éclaircir ma pensée. Vous parlez d'Ubuntu. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez la... Je suis là. Pardon, merci. Bonsoir. Parfait. Oui, j'avais une question pour éclaircir ma pensée, parce que vous parlez d'Ubuntu, cette notion de « je suis parce que tu es », qu'on rattache à une région qui est souvent l'Afrique du Sud, et qui... moi, je me questionne sur la notion de justice pour créer ensemble l'universalisme, parce que j'ai du mal à comprendre comment, finalement, et je le vois dans le contexte sud-africain, on peut aller de l'avant sans avoir fait justice, malgré le travail de réconciliation extraordinaire que Mandela a fait. Mais moi, j'ai l'impression qu'il a oublié les fondamentaux, c'est la justice. Et cette notion de justice, je fais un lien pour moi avec votre notion d'opacité, d'opacité ouverte en quelque sorte, parce que il y a aussi dans la traduction, il y a aussi des choses qu'on ne peut pas traduire, qui restent de l'ordre pour justement rester juste avec l'autre. Parfois, il faut accepter qu'on ne peut pas traduire. Et donc, pour justement être dans la justesse et dans le respect de l'autre. Et je voulais avoir votre retour sur cette notion de justice, comment elle s'articule autour de la traduction et de l'universalisme. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et vous avez raison d'insister sur la justice. Il y a 2 aspects dans l'insistance sur la justice. Il ne s'agit pas simplement d'effacer
ce qui s'est passé. Il ne s'agit même pas aussi de décider par le haut qu'on va pardonner. Yankelevitch disait une chose très juste, seules les victimes ont la possibilité de pardonner. Il ne s'agit pas donc de pardon. Il s'agit de dire qu'est-ce qu'on fait? Le désastre est advenu. Que fait-on en cas de désastre? Que fait-on dans un petit pays resserré avec probablement la plus grande densité humaine au monde, comme le Rwanda, lorsqu'on sait que des voisins ont tué des voisins et qu'on peut se réveiller et rencontrer sur son chemin quelqu'un dont on sait parfaitement qu'il a tué quelqu'un de votre propre famille? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ouvre un cycle de vengeance? Est-ce qu'on fait en sorte que les tribus qui avaient été minorisées, exploitées, esclavagisées même sous l'apartheid, prennent leur revanche sur la tribu afrikaner? Ou bien est-ce qu'on dit, quelle nation voulons-nous à partir de maintenant? Et dans ce cas-là, comment est-ce que nous agissons aujourd'hui? Et ceci est une manière de penser qui n'est pas l'ignorance de la justice. C'est une manière de penser qui dit il faut rendre la justice pour penser la possibilité d'un avenir en commun. Et c'est effectivement très difficile, parce que quand vous avez affaire aux différentes victimes, est-ce qu'une mère à qui son fils a dit au revoir un jour et qui n'est jamais revenu, quand le tribunal mis en place par Desmond Tutu fait en sorte que le commissariat de police où ce gamin a été emporté, où on l'a battu à mort et on l'a enterré un peu derrière le commissariat, etc., lorsque la vérité ressort, est-ce que cette femme a la possibilité de dire « Ok, regardons l'avenir, etc. » Personne ne peut en décider à sa place. En revanche, sur le plan de l'État, sur le plan de la décision de construire ce que Mandela a essayé d'appeler une nation arc-en-ciel, et Desmond Tutu également, là, ça avait du sens de dire « décidons du présent en fonction de l'avenir et en fonction du futur, et en fonction de cette idée que nous avons à faire humanité ensemble. Victimes et bourreaux, nous sommes une seule et même nation, nous avons à le devenir. Comment pouvons-nous le devenir ?» C'est une question extrêmement difficile, en effet, parce que la justice, les questions de justice, lorsqu'il y a des victimes, sont inextricables de ce point de vue-là. En revanche, la manière dont nous pouvons essayer de construire une humanité et donner un sens à cette idée que, quelles que soient les circonstances, on doit pouvoir parier sur l'humanité de l'humain. Parier, pas seulement. Agir pour la constituer. L'idée que l'humanité n'est pas donnée, elle est une responsabilité et une tâche, et qu'il faut l'accomplir. Traduire « je suis parce que tu es », en faire un « je tue » n'est pas toujours une bonne traduction, parce que c'est quelque chose de plus général que cela. Construire l'humanité en tant qu'humanité globale et construire son humanité au sens éthique d'être humain, manifester de l'humanité ou de l'humanisme, les deux sont conjugués dans ce mot, ce magnifique mot d'Ubuntu, et Mandela a pu mettre son crédit dans la balance. Personne d'autre que lui n'aurait pu faire cela. C'est parce qu'il était Mandela qu'il a pu demander à son peuple d'aller dans cette direction-là. Mais vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, la jeunesse sud-africaine est assez impatiente. Elle n'aime même pas le mot Ubuntu. Quand vous dites Ubuntu, vous dites Ubuntu, ça y est, on a assez donné. Maintenant, il y a des inégalités criantes qui font que l'apartheid n'est plus peut-être entre des tribus, mais l'apartheid, c'est l'inégalité. Et cette inégalité aussi, je disais tout à l'heure que l'apartheid est généralisée, les inégalités aussi sont aujourd'hui généralisées et globalisées. Vous savez, toutes ces révoltes de jeunes que l'on voit ici ou là, c'est également cette révolte de la pauvreté contre
les inégalités. Les inégalités qui font que des milliardaires sont devenus encore plus milliardaires qu'ils n'étaient, et ils sont tellement milliardaires qu'ils sont capables aujourd'hui d'acheter nos élections et de décider de qui va être élu. Et ça, il faut évidemment se battre contre cela. Senghor disait qu'il y a une inégalité radicale qui est l'inégalité entre le Nord et le Sud, et cette inégalité, disait-il, repose sur le mépris culturel. Donc voilà des choses dont il faut tenir compte. Je suis heureux que votre question me permette de descendre un peu d'une sphère qui pouvait sembler une sphère un peu rose et montgolfière, pour dire qu'en définitive, ce que je dis là, l'humanité comme principe pratique et comme principe régulateur et comme principe éthique d'orientation contre la fragmentation, c'est un combat. Et c'est un combat qu'il faut mener contre l'inégalité. Si je cite Jaurès de ce point de vue, ce n'est pas par hasard, parce que pour lui, cette humanité-là ne se construira que par le socialisme. Et le socialisme, pour lui, c'est le combat contre les inégalités aussi. Merci. Merci. On a encore une question et demie parce qu'il y avait un monsieur qui avait une question très urgente. Alors je propose qu'on prend les deux questions ensemble. On commence ici et on finira par vous. Un grand merci pour ce moment vraiment puissant. Moi, j'ai tendance à utiliser la notion de réenchanter l'humanité. Je pense qu'il y a quand même une résonance ici. Mais en fait, je voudrais revenir sur cette notion du chemin, du travail et du combat. Donc on a cette progression dans les termes que vous avez utilisés, d'universaliser, j'aime aussi utiliser ce verbe plutôt, et donc de construction de cette humanité commune. Et donc en fait, un des moyens, c'est, vous nous l'avez dit, c'est la traduction. Est-ce que ça suffit, la traduction ? Un concept qui est peut-être plus puissant, mais qui est aussi un peu compliqué, qui rejoint votre dernière réponse, c'est la notion d'anthropophagie dans le mouvement brésilien, Baporu, Tarsila do Amaral, etc., avec cette idée que si on veut vraiment construire cette humanité commune, ça doit passer par une absorption, une digestion, une codigestion. Mais on sait que cette codigestion, cette absorption, elle peut être très verticale. Et donc comment aujourd'hui, finalement, on va être capable ou pas d'inventer des mécanismes rhizomiques, horizontaux, de digestion, d'appropriation. Parce qu'il me semble que simplement parler de traduction, on ne va pas là où on veut aller dans ce que vous nous dites, c'est-à-dire la construction de ce commun d'humanité qui doit être digéré, qui doit être... il doit y avoir un processus de digestion, disons. Voilà, donc c'est une question, comment on peut penser une digestion horizontale et non pas verticale. Merci. Et on termine avec monsieur ici. Bonsoir et merci pour votre exposé. Dans un livre très dense de Valentin Mudimbe, qui vient de nous quitter, je vois beaucoup de similitudes dans le titre de cet exposé aujourd'hui. Le titre de son livre, c'est « L'invention de l'Afrique ». Et si j'utilise l'infinitif, ça serait « inventer l'Afrique ». Donc, similitude avec ce titre, est-ce que vous le pensez comme ça ou c'est moi qui me trompe? Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je suis heureux que vous évoquiez la mémoire de Valentin Mudimbe, dont vous avez rappelé effectivement qu'il venait de nous quitter. Son livre « Invention de l'Afrique » a eu une importance considérable pour beaucoup de gens dont je suis. Et c'est effectivement, alors, ce qu'il dit dans l'invention de l'Afrique, c'est que d'une certaine façon, l'Afrique a été inventée de l'extérieur. C'est l'exemple de la mauvaise traduction, si vous voulez. On traduit l'Afrique selon des catégories qui sont des catégories qui sont extérieures, à quoi il oppose d'ailleurs cette connaissance de l'Afrique par traduction, ce qu'il appelle la gnose. Et inverser les choses, c'est précisément dire qu'il faut que l'Afrique s'invente aujourd'hui.
Et j'aime le retournement que vous effectuez, qui est effectivement un retournement parallèle à celui que j'essaie de faire en parlant d'universaliser. Inventer l'Afrique, c'est une responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui. L'inventer d'abord dans son unité. Les 54 États dont je parlais tout à l'heure, les 54 micro-États, peut-être à part l'Afrique du Sud, peut-être l'Égypte, le Nigeria et peut-être l'Éthiopie, en parlant de pays qui ont une taille assez importante. À part ces pays-là, je ne vois pas trop nos micro-États, à un moment donné, construire une véritable capacité de négociation qui va poser la présence africaine dans le monde et qui va faire que l'invention de l'Afrique va être une réalité. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire comme commentaire de votre interrogation, dont je vous remercie. Anthropophagie, digérer. Que ça soit un corps à corps finalement, beaucoup plus que simplement un rapport de traduction. Je voudrais répondre sur deux plans. J'ai parlé tout à l'heure de mon livre, je m'excuse de parler de mon travail, mais après tout, c'est... C'est la raison pour laquelle on est là. Effectivement. Donc, mon livre sur le Louvre, que j'achève, que je termine sur cette idée que le pavillon des sessions, vous savez, le pavillon des sessions, c'est ce pavillon qui avait été décidé par le président Jacques Chirac. Le président Jacques Chirac avait dit, poursuivant d'ailleurs le rêve qui avait été celui des avant-gardes françaises, Picasso, Apollinaire, poète, etc., qu'il faut que les œuvres des 4 autres continents, une sélection de ces œuvres, se trouvent au Louvre parce que leur place est au Louvre et non pas dans des musées ethnographiques où ils seront simplement des objets offerts à la curiosité du passant. Et donc, résistance du directeur du Louvre à l'époque, qui dit « mais non, absolument pas, ces œuvres ont leur place au musée du Quai Branly que vous allez créer, parce qu'effectivement, le musée du Quai Branly était déjà dans le pipeline, et pas ici, chez moi. » Et Jacques Chirac lui avait dit « le président, c'est moi. » Je décide, et donc le pavillon des sessions avait existé. Mais le pavillon des sessions, c'était également, ça pouvait être une forme de ghetto pour objet des 4 continents. Donc si vous avez fini la visite du Louvre, vous êtes incliné devant la Mona Lisa, évidemment, et que vous avez salué la victoire de Samothrace et autres Jéricho, etc., peut-être, si vous avez le temps, vous allez passer dans les curiosités ethnographiques. Aujourd'hui, le pavillon des sessions devenu la galerie des 5 continents, c'est une manière de dire non. On va faire en sorte que ces objets se parlent entre eux, que l'ancien pavillon des sessions reçoive des œuvres classiques du Louvre, etc. Pourquoi je vous parle de cela dans ma réponse? Parce que voilà un aspect concret de cette universelle latérale. Et c'est ça qui m'a intéressé. C'est la réponse que j'ai faite dans ce livre à l'invitation que m'a adressée Laurence Descartes quand elle m'a demandé d'avoir la chaire du Louvre. Et c'est ce message que porte, me semble-t-il, ce qu'elle a fait en voulant cette galerie des 5 continents. Non pas un ghetto où on va ajouter les objets des 4 autres continents, mais véritablement un espace où on va se donner ce que Chamoiseau, disciple de Glissant, appelle une grande scène relationnelle. C'est-à-dire que les objets vont être en relation et vont se parler. La statue du dieu Gou va parler à la statue d'Apollon. Alors, j'allais évoquer la Mona Lisa, mais la Mona Lisa va maintenant, comme vous savez, avoir une salle à elle, parce que, bon, bon, c'est ainsi. Eh bien, voilà un exemple concret de ce que peut signifier l'universel latéral. Et là, je pense à cette magnifique phrase de Merleau-Ponty qui dit que voir ces objets ensemble, c'est se donner de l'humanité d'un seul élan. Ce qu'on regarde lorsqu'on parcourt ces objets et qu'on les voit ensemble, c'est la créativité humaine et nous devons normalement sortir de cette galerie des 5 continents avec le sentiment d'avoir touché quelque chose comme l'humanité. Parce que nous avons vu, en dépit des temporalités différentes, en dépit des espaces différents, la créativité humaine réunie en un seul lieu.
C'est pour cela qu'il faut, me semble-t-il, être très circonspect sur les questions de restitution. Il est important qu'il y ait des musées universels, des musées qui enseignent à l'humanité ce que c'est qu'être humain, des musées où on trouvera à la fois des objets créés au XVIIe siècle, des objets baroques, des objets chinois, des objets différents. Le Louvre-Lens, pour ceux qui l'ont vu, la fameuse galerie du temps au musée, au Louvre-Lens, fait la même chose. Il y a aujourd'hui ces expérimentations dans les musées qui sont une manière de donner corps à l'universel en faisant que les rapprochements soient des rapprochements physiques, digestion dont vous parlez. Justement, plutôt que corps, chair, on dit être la chair de ma chair. Le rapprochement le plus intime qui puisse exister, c'est le rapprochement des chairs. Les corps restent extérieurs les uns aux autres. D'ailleurs, quand on dit faire corps, en général, on fait corps contre. Il y a quelque chose d'oppositionnel dans le corps que vous ne trouvez pas dans la chair. Alors, l'expression, nous avons cette magnifique expression en français, la chair de ma chair, pour parler précisément de ce que vous avez dit si joliment aussi sur la capacité que nous avons non pas seulement de traduire, mais de digérer. Et donc, de faire chair commune. Merci de m'avoir permis de terminer sur faire chair commune. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Permettez-moi de vous remercier encore une fois le Salon du Livre, l'Institut, de remercier toi, Umut, de vous remercier parce que ce que vous dites nous fait du bien. Merci, bonne soirée à tous. Merci.